Vous souvenez-vous d'un film de gangster qui a cessé d'être quelque chose qu'on regarde pour devenir quelque chose qu'on vit de l'intérieur? Sorti en 1990, Les Affranchis est la vision de Martin Scorsese sur l'histoire vraie de Henry Hill, un associé de la mafia qui a passé des décennies à gravir les échelons du crime organisé avant que tout ne s'effondre. Ray Liotta joue Henry. Robert De Niro incarne le glacial Jimmy Conway. Lauren Bracco joue Karen Hill, la femme qui a regardé tout ça et s'est dit « Oui, c'est l'homme qu'il me faut ». Et Joe Pesci joue Tommy DeVito, le genre de type capable de rendre une conversation de table à manger véritablement terrifiante. Le film est adapté du livre de Nicolas Pileggi, Wise Guy. Il suit l'ascension de Henry dans la mafia, sa lente dégringolade, et les choix qui le conduiront finalement face à un procureur fédéral. Abonne-toi, laisse un like et dis-nous en commentaire lequel de ces secrets t'a le plus stupéfié. Voici 15 faits troublants sur les coulisses des Affranchis. Et restez jusqu'au numéro 1, parce que Henry Hill a survécu à la mafia, aux fédéraux et au programme de protection des témoins, et a quand même tout fait sauter lui-même. Numéro 15. Le célèbre plan au Copacabana n'aurait jamais dû exister. Ce plan a redéfini la barre pour chaque premier rendez-vous en Amérique depuis 1990. Si votre date ne vous faisait pas glisser par l'entrée des artistes d'un restaurant entier qui se réorganise autour de vous, était-elle vraiment en train d'essayer? Voici comment ce plan a failli ne jamais voir le jour. L'idée de l'entrée par derrière était bien prévue depuis le départ. C'est ainsi qu'Henry le faisait dans la vraie vie, droit dans la cuisine pendant que les gens ordinaires attendaient en file dehors. Mais Scorsese cherchait à emprunter un couloir adjacent qui aurait simplifié la logistique. Les propriétaires de l'immeuble voisin avaient un autre avis. Engagé dans une querelle persistante avec la direction du COPA, il refusait catégoriquement l'accès à ce couloir, équipe de tournage incluse. Scorsese doit tout reprendre à zéro, ajouter de la pellicule et de la complexité à un plan déjà vertigineux. Un seul plan continu, sans coupure, depuis la porte de derrière, le long des couloirs, à travers la cuisine, devant les cuisiniers et les serveurs qui trouvaient leur marque avec une précision d'horlogerie, jusqu'à ce qu'une table parfaitement placée se matérialise au bon endroit au bon moment, comme si le restaurant lui-même était à la solde de la production. Les opérateurs de caméra reculant dans des espaces étroits, les acteurs débitant chaque réplique au quart de seconde, 8 prises pour trouver le bon angle et chaque échec obligeant à tout recommencer depuis l'entrée. Quand la 8e prise s'est enfin posée, elle ne vous montrait pas juste une belle arrivée. Elle vous révélait exactement qui était Henry Hill sans un seul mot d'explication. C'est un homme qui n'emprunte jamais la porte principale. Il ne attend pas. Il traverse les murs comme si on les avait construits exprès pour le laisser passer. 2 propriétaires en guerre ont accidentellement offert à Scorsese l'un des plans les plus étudiés de l'histoire du cinéma. Numéro 14. La scène « Tu es marrant », ce n'était pas vraiment du jeu d'acteur. La scène du « Comment je suis marrant » bascule d'un simple compliment à une terreur de table entière en à peu près 10 secondes. Et Pesci n'a pas puisé ça dans le néant. Il l'a puisé dans un restaurant. À l'époque où Pesci travaillait comme serveur, il dit à un client bien connecté qu'il était marrant. C'était un compliment, livré comme tel, et il a reçu quelque chose d'entièrement différent en retour. Le type l'a fixé du regard et a retourné la situation immédiatement. « Je suis marrant comment ?» Pas de sourire. Juste une question suspendue dans l'air avec un poids très sérieux derrière elle. La pièce entière s'était contractée en un instant et Pesci n'avait jamais oublié ça. Il apporte l'anecdote à Scorsese pendant les répétitions. Au lieu de la classer dans un coin, Scorsese fait travailler Pesci et Liotta sur l'échange encore et encore, en affinant jusqu'à obtenir la forme exacte. Et puis, il l'écrit dans le scénario, sans prévenir le reste du casting de ce qui allait se passer. Voilà le détail qui change tout. La plupart des acteurs assis autour de cette table ne savaient pas jusqu'où Pesci allait aller. Le rire nerveux, les regards en biais, l'énergie palpable qui irradie de chaque personne dans la pièce, tout ça était réel. Scorsese a gardé chaque seconde. Pesci a transformé un moment d'inconfort dans un restaurant en les 30 secondes les plus déstabilisantes d'une conversation de table jamais captée sur pellicule. Numéro 13, cette douce vieille dame était la vraie mère de Scorsese. Les Affranchis contiennent l'une des transitions de scène les plus déstabilisantes de l'histoire du cinéma. 1 minute, Billy Batts se fait tabasser à demi-mort avant d'être fourré dans un coffre de voiture. La suivante, tout le monde est attablé dans une cuisine à manger des pâtes pendant qu'une douce vieille dame s'inquiète de savoir si Tommy fréquente quelqu'un de bien. Cette douce vieille dame, c'était la vraie mère de Martin Scorsese. Catherine Scorsese apparaissait dans les films de son fils depuis des années. Scorsese ne lui donnait jamais de vraies répliques écrites. Sa direction était essentiellement la même à chaque fois,
Sois toi-même et nourris les gens. Et c'est ce qu'elle a fait. La conversation sur le tableau, improvisée. L'histoire décousue sur les chiens, improvisée. Les douces remontrances à Tommy pour qu'il se trouve une gentille fille, totalement spontanée et absolument sincère. Et elle ignorait totalement qu'il y avait un homme à demi mort dans le coffre de la voiture dans l'allée pendant qu'elle remplissait joyeusement les verres de vin. Elle a joué ça avec une chaleur maternelle et une sérénité totale, parce que pour elle, il n'y avait rien qui méritait d'être troublé. Et si vous regardez attentivement, le père de Scorsese, Charles, est là aussi. Il joue Vinny, l'un des hommes de Polly. Martin Scorsese a fait un film familial au sens le plus littéral du terme. Numéro 12. Le film a juré bien plus qu'il n'était censé le faire. Le scénario des Affranchis prévoyait environ 70 utilisations du mot en F. Un nombre raisonnable. Coloré, certes, mais gérable. Mais le film terminé en comptait environ 300. Ce n'est pas une erreur d'arrondi. C'est une réécriture complète du département vocabulaire. Gracieuseté d'acteurs qui semblaient traiter le scénario comme une simple suggestion une fois les caméras en route. La majorité de ces 230 supplémentaires, improvisés. Le calcul donne environ 2 mots en F par minute sur toute la durée du film, y compris les scènes calmes, surtout les scènes calmes. Joe Pesci mérite une part significative du crédit ou du blâme selon la situation de votre salon. Tommy DeVito opère à une fréquence qui fait paraître chaque autre personnage comme s'il narrait un documentaire sur la nature. Il traitait la ponctuation comme une option et la vulgarité comme une seconde langue. Et la chose folle, c'est que ça fonctionnait à chaque fois. Le langage improvisé ne rendait pas le film négligé, il le rendait vécu. Ce n'étaient pas des acteurs qui atteignaient des marques scénarisées. C'étaient des gens qui habitaient pleinement un monde où c'était simplement ainsi que les conversations se passaient. Le film a aussi établi le record absolu de profanité dans un long métrage à sa sortie. Scorsese a depuis battu ce record 2 fois, avec Casino, puis avec Le Loup de Wall Street. L'homme a un système. Numéro 11. L'argent était vrai et personne ne partait avant qu'il soit compté. La monnaie de plateau est utilisée à Hollywood depuis l'ère du cinéma muet, parfaitement fonctionnelle, sans aucun risque. Mais De Niro n'en voulait pas. Pour les scènes où Jimmy Conway distribue nonchalamment des liasses d'argent comme si c'était un bonus d'entreprise en enfer, De Niro refusait de travailler avec de faux billets. Une question de sensation, de poids, de la façon dont le vrai argent bouge différemment dans la main. La production cherche une solution et le responsable des accessoires en trouve une très personnelle. Il va à la banque. Il retire 5 000 $ de son propre argent et les remet à la production. Son propre argent sur un plateau de tournage entouré d'inconnus. Chaque prise impliquant cet argent devenait immédiatement le moment le plus étroitement contrôlé de toute la production. Après chaque prise, des assistants se déployaient sur le plateau pour collecter chaque billet. La totalité. Ils comptaient 2 fois. Personne ne bougeait, personne ne rangeait ses affaires. Personne ne regardait même en direction de la sortie avant que les 5 000 $ complets soient confirmés et comptabilisés. Moins de la magie cinématographique et davantage un exercice de comptabilité très tendu avec une bonne photographie. Numéro 10. Ce procureur ne jouait pas la comédie. Il était juste lui-même. Les Affranchis possèdent de beaucoup d'authenticité. Des lieux réels, du vrai argent sur le plateau, et dans l'acte final, un vrai procureur fédéral qui joue son propre rôle. Edward MacDonald était l'avocat américain qui avait géré le dossier Henry Hill et négocié l'entrée de sa famille dans le programme de protection des témoins. La façon dont il s'est retrouvé dans le film est presque aussi bonne que la scène elle-même. La production envoie un membre de l'équipe dans le bureau de MacDonald pour le photographier et récupérer des accessoires pour décorer le décor. MacDonald s'inquiète de ne jamais revoir ses affaires. Il demande qui joue son rôle, et personne n'avait encore été casté. Il se propose. La production le rappelle pour savoir s'il est sérieux. Il l'était. Scorsese l'invite pour un essai caméra peu conventionnel. Il fait tirer à Liotta et Bracco des questions improvisées à MacDonald. Et MacDonald répond à chacune avec ses propres mots, sans hésiter une seconde. Scorsese observe quelques minutes et dit « C'était parfait, vous aurez de nos nouvelles ». La scène où Henry et Karen s'assoient en face du procureur pour négocier leur entrée dans la protection des témoins, c'est la conversation qui s'est réellement tenue. MacDonald ne réinterprétait pas la version de quelqu'un d'autre. Il rejouait simplement la sienne. Sa réplique la plus marquante, dire à Karen de laisser tomber son numéro d'ingénu, n'était pas dans le scénario. Elle est sortie lors de l'une des 6 prises du jour. Scorsese l'a gardée. Numéro 9. De Niro appelait Henry Hill si souvent que c'en était presque un second emploi. La plupart des acteurs font des recherches. Robert De Niro, lui, aurait mérité une retraite pour le travail de préparation qu'il a abattu sur ce film.
L'équipe avait un accès direct au vrai Henry Hill, que les producteurs avaient rémunéré substantiellement pour conseiller la production. Hill dira plus tard que le film était précis à environ 95%, ce qui est franchement alarmant vu ce qui y est montré. Mais De Niro n'était pas satisfait de la précision. Il voulait le granulaire. Il appelait Hill constamment, jusqu'à 8 fois par jour au pic de sa spirale de recherche. Pas pour les grandes scènes dramatiques. De Niro voulait les détails minuscules, spécifiques, presque absurdes. Comment Jimmy tenait-il une cigarette? Comment distribuait-il des billets? Comment versait-il du ketchup? À un moment, il aurait demandé la façon exacte dont Jimmy tapotait une bouteille avant de servir. Hill répondait à tout, et l'obsession se paie sur l'écran. Chaque geste, chaque interaction banale porte le poids de quelqu'un qui l'a vraiment vécu. Le Tommy DeVito de Pesci est sorti presque parfait lui aussi. Avec une ironie glorieuse, le vrai Tommy mesurait plus d'1,80 m et était bâti comme un tank. Pesci est à 1,64 m un jour de chance. La même énergie terrifiante, une silhouette radicalement différente, et ça n'avait absolument aucune importance. Numéro 8. Henry Hill a canalisé un vrai deuil dans l'une des scènes les plus sombres du film. Karen en a assez. Son voisin d'en face, Bruce, ne se contente pas de parler, il a été physique avec elle. Henry l'apprend et, homme mesuré et raisonnable qu'il est, fait la seule chose logique. Il attrape son arme et tabasse le type jusqu'à lui faire perdre conscience. Ce qui ressemble à une rage déchaînée pure puisait en réalité dans quelque chose de bien plus personnel. Pendant la production, Liotta reçoit un appel sur le plateau. Sa mère est mourante d'un cancer et il lui reste peu de temps. Il finit la scène qu'il tournait, puis se précipite auprès d'elle. Il arrive à temps, elle meurt dans ses bras. Il n'en a jamais parlé publiquement pendant des années. Puis il est retourné finir le film. Quand la scène du tabassage au pistolet arrive, le premier assistant Joseph Reidy note que Liotta avait reçu un autre appel concernant sa mère avant qu'il ne commence à tourner. Liotta dira simplement « J'étais à bout de nerfs ». L'homme dans cette scène ne joue pas la rage. Il fonctionne à l'aide de la vraie rage. Le directeur de la photographie Michael Ballhaus note que Liotta allait constamment au-delà de ce qui était prévu dans les scènes à intensité physique, et le reste du casting le ressentait. Scorsese gardait les caméras en route. Ilana Douglas, présente sur le plateau, dira plus tard que son deuil réel se jouait en temps réel devant les caméras, et que Scorsese le savait et l'utilisait. Le résultat est une scène qui ne ressemble pas à quelque chose de chorégraphié, elle ressemble à un vrai effondrement capturé sur pellicule. Une pause rapide. Si vous appréciez ce voyage dans les coulisses, laissez un like, abonnez-vous et dites-nous en commentaire quel fait vous a le plus frappé. Et maintenant, on replonge. Numéro 7. Une scène paraissait tellement réelle qu'elle a envoyé quelqu'un aux urgences. Spider est un jeune homme qui bosse pour la bande, essentiellement à apporter des boissons, rester dans l'ombre et tenter très fort de ne pas être remarqué par les mauvaises personnes. Il n'y parvient pas tout à fait. Tommy lui tire dessus 2 fois, une pour avoir été agaçant et une pour avoir eu le culot de répliquer. C'est joué presque nonchalamment, ce qui est exactement ce qui le rend si dérangeant. Il y avait un cascadeur disponible pour la scène de mort, mais Michael Imperioli a refusé. Il voulait faire la chute lui-même. Le département des accessoires était censé lui fournir du verre de sucre brisable, la variété standard sans danger pour les acteurs qui se brisent de façon contrôlée. Ils lui ont tendu un vrai verre à boire à la place. Quand Imperioli heurte le bar et s'effondre, le verre se brise et lui entaille 2 doigts. Un assistant de production le conduit aux urgences les plus proches à Queens, où le personnel prend un homme couvert de sang avec 3 impacts apparents de balles dans la poitrine et passe immédiatement en mode trauma total. Imperioli tente d'expliquer qu'il tournait un film avec Robert De Niro et qu'il allait bien. C'est exactement ce que dirait une victime de fusillade gravement confuse. Personne ne le croit. Il faut que l'équipe médicale ouvre sa chemise et trouve les fils et les poches de sang en dessous pour que la panique se dissipe. Pas de blessure par balle, juste 2 doigts coupés. Après tout ça, Imperioli a attendu ses points de suture et est retourné sur le plateau. La facture de nettoyage à sec devait être extraordinaire. Numéro 6. Joe Pesci a prononcé le discours le plus court après la performance la plus bruyante. Joe Pesci a passé toute la durée des Affranchis à crier, menacer et faire douter des hommes adultes de leur choix de carrière. Les Affranchis reçoivent 6 nominations aux Oscars 1991. Sur tout le casting, 2 seulement obtiennent une reconnaissance de l'Académie. Lorraine Bracco pour la meilleure actrice dans un second rôle et Pesci pour le meilleur acteur dans un second rôle. Bracco ne gagne pas. Pesci, si. Il s'avance vers le microphone et dit « C'est un privilège, merci ». Pas de liste de remerciements, pas d'effondrement émotionnel,
pas de moment prolongé avec la statuette. L'ensemble a duré environ 3 secondes, l'un des discours d'acceptation les plus courts de l'histoire des Oscars, prononcé par le même homme qui avait réussi à rendre le mot marrant terrifiant pour toute une génération. Et la meilleure partie, il ne savait absolument pas qu'il allait gagner. Il était en compétition contre Al Pacino et Andy Garcia, alors il avait totalement sauté la préparation du discours. Dans son esprit, la soirée était juste une belle sortie avec une statuette qu'il ne ramènerait pas chez lui. Puis son nom est appelé et il a apparemment décidé en marchant vers la scène que 5 mots suffiraient amplement. C'était la seule victoire que le film a remportée cette nuit-là. 3 secondes au micro, une statuette, 0 syllabe inutile. Tommy DeVito avait un monologue pour chaque occasion. Joe Pesci a conclu la plus grande soirée de sa carrière avant que les applaudissements ne s'arrêtent. Numéro 5. Al Pacino a dit non et l'a regretté. Avant que Robert De Niro ne fasse de Jimmy Conway le genre de type qui sourit en ruinant votre vie, le rôle avait été proposé à Al Pacino. Et Pacino a dit non. Il a décliné parce qu'il ne voulait pas jouer un autre gangster. En 1990, Pacino était déjà Michael Corleone dans Le Parrain, puis Tony Montana dans Scarface. Endosser encore une fois un rôle de mafia lui semblait être un billet aller simple pour être catalogué à vie. Alors il a refusé. Pendant que Pacino évitait le typecasting, il tournait dans Dick Tracy dans le rôle de Big Boy Caprice, un patron de la pègre bruyant et caricatural. Il a même obtenu une nomination aux Oscars pour ça, ce qui rend cette situation encore plus absurde, pas moins. Les Affranchis sort et devient instantanément l'un des plus grands films de crime jamais réalisés. De Niro est d'une froideur absolue en Jimmy Conway. Et Pacino est là-bas avec un chapeau de bande destiné à hurler après Warren Beatty. Il a admis par la suite avoir regretté son refus et regretté particulièrement d'avoir raté l'occasion de travailler avec Scorsese à ce moment précis dans la carrière de chacun des deux. L'homme a essayé d'échapper à l'étiquette gangster et s'est retrouvé dans un film de mafia en cartoon. Numéro 4. Les premières audiences ont détesté le film et sont parties en cours de projection. Ce qui est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands films jamais réalisés a autrefois vidé une salle plus vite qu'une alarme incendie. Les premières projections test des Affranchis étaient, pour le dire avec douceur, un désastre. Une projection en Orange County correspondait au profil parfait de gens venus pour une belle soirée et mal préparés à ce qui les attendait. Nicolas Pileggi a décrit le public comme des Californiens du Sud blancs et conservateurs qui n'étaient pas prêts pour ce qu'ils allaient traverser. Ça a déraillé dès l'instant où le tabassage de Billy Batts a commencé. Environ 70 personnes sont sorties et le film était encore loin d'être terminé. Les cartes de commentaires de ceux qui sont restés n'étaient pas encourageantes. Un spectateur a résumé sa pensée de façon concise et directe en écrivant 2 lettres obscènes sur une carte de feedback officielle du studio, archivée pour la postérité. Quand un problème technique a forcé une pause dans la projection, l'équipe s'est éclipsée dans un bowling voisin. À leur retour, des membres du public criaient le nom de Scorsese, pas pour le féliciter. Et Scorsese faisait face à la menace de perdre sa classification R en plus de tout le reste. Sa solution était chirurgicale. Une dizaine de scènes violentes ont été élagées, resserrées, débarrassées de leurs excès. Le tabassage de Billy Batts est passé de 7 coups visibles à l'écran à 4, les 3 autres conservés uniquement en audio, ce que Scorsese arguait être plus percutant ainsi. L'acte final chaotique a été remonté avec des coupes rapides qui reflétaient la spirale de la cocaïne et l'effondrement de Henry Hill. Mais il y avait une lueur d'espoir. Le studio voulait couper entièrement la scène de cuisine avec la mère de Scorsese. Trop longue, disait-il. Les cartes de commentaires l'ont sauvé. C'était la seule chose que les spectateurs aimaient unanimement, même parmi ceux qui avaient détesté le reste. Scorsese dit plus tard que c'est la seule raison pour laquelle il est reconnaissant que ces projections catastrophiques aient eu lieu. Numéro 3. Certains figurants étaient de vrais gangsters avec de fausses identités. La plupart des productions qui castent des figurants de mafia passent par une agence. Les Affranchis ont emprunté un chemin légèrement différent. Pour remplir les arrière-plans des scènes de mafia, la production a fait appel à de vrais associés du milieu, des gens réellement connectés qui savaient exactement comment se tenir, bouger et se comporter dans une pièce pleine de criminels. Authenticité au plus haut niveau. Et puis la paix est arrivée. Les paperasses standards du studio exigent des noms, des adresses, des numéros de sécurité sociale. Pour une grande partie des figurants des Affranchis, transmettre ces informations à un grand studio hollywoodien qui les remettrait ensuite à l'administration fiscale, ça ne passait pas.
Ils ont inventé des chiffres sur le moment, récitant 9 chiffres au hasard jusqu'à ce que ça sonne suffisamment plausible pour le type avec le presse-papier. Selon le co-scénariste Nicolas Pileggi, les dossiers de paie de Warner Brothers contiennent des numéros de sécurité sociale qui n'appartiennent à absolument personne sur cette terre. Regardez ces scènes à nouveau. La façon dont les figurants occupent l'espace, dont ils remplissent une pièce, il y a un poids là-dedans que la plupart des acteurs de fond ne peuvent simplement pas feindre. Probablement parce que plusieurs d'entre eux ne feignaient rien du tout. Numéro 2. Ray Liotta a essentiellement forcé son chemin dans le film. Liotta n'a pas attendu près du téléphone comme une personne raisonnable. Mais pour être juste, ce qui s'est passé à Venise n'était pas entièrement calculé. Liotta était déjà au Festival de Venise avec son propre film Dominic and Eugene. Scorsese était là pour la première mondiale de La Dernière Tentation du Christ, qui avait généré suffisamment de polémiques et de menaces pour exiger un dispositif de sécurité complet autour de lui en permanence. Scorsese avait vu le travail de Liotta et l'aimait. Sa préoccupation était spécifique. Liotta avait joué Ray Sinclair dans quelque chose de sauvage, explosif, imprévisible, genuinement effrayant. Scorsese craignait que cette énergie soit trop agressive pour Henry Hill, qui avait besoin d'autant de charme que de menaces. Ce rôle réclamait quelqu'un capable de vous faire soutenir un homme qui fait des choses terribles. Et il n'était pas sûr que Liotta soit cet homme. Puis ils se sont retrouvés dans le même hall d'hôtel. Liotta repère Scorsese de l'autre côté de l'Excelsior et se dirige vers lui, et marche directement dans un mur de sécurité. Un garde du corps se plante devant lui. Arrêt complet. Selon les propres mots de Liotta, il aurait dit doucement « Non, non, je suis désolé, je voulais juste dire bonjour à Marty. » Pas de scène, pas de discours blessé. Juste une reconnaissance calme et tranquille que ce n'était pas le moment. Ils ont échangé un regard à travers la pièce, se sont signalés qu'ils se parleraient plus tard, et sont partis chacun de leur côté. C'était tout. C'était l'audition. Scorsese dira plus tard qu'à cet instant, tout s'est mis en place. L'immobilité. La capacité à absorber un stop brutal sans fléchir. C'était Henry Hill, pas Ray Sinclair. La préoccupation entre charme et agressivité s'est résolue dans un hall d'hôtel sans une seule ligne de dialogue. Numéro 1. Henry Hill a sabordé la protection des témoins parce qu'il adorait le film. Après tout ce qu'Henry Hill avait survécu, les crimes, les arrestations, les trahisons, les accords fédéraux, il repart avec quelque chose que presque personne dans ce milieu n'obtient jamais. La protection des témoins. Nouveau nom, nouvelle ville, page blanche. Tout ce qu'il avait à faire, c'était disparaître. Mais Les Affranchis est sorti, et Henry Hill a regardé un film sur sa propre vie et a littéralement perdu la tête. De la meilleure façon possible, mais aussi de la pire. Il a commencé à dire aux gens qui il était. Des voisins, des inconnus, n'importe qui à portée de voix qui semblait vaguement intéressé. Ce film est, c'est moi. Pour un homme légalement obligé d'être personne, Hill était là à signer personnellement son propre programme de protection fédérale. L'attention était trop belle. Et Henry Hill était censé rester assis tranquillement quelque part en banlieue à prétendre ne pas exister. Évidemment. Alors, il a accordé des interviews. Il a récolté de nouveaux chefs d'inculpation. Il traitait la protection des témoins moins comme une bouée de sauvetage et plus comme un check-out d'hôtel qu'il repoussait sans cesse. Ces années post-protection n'étaient pas exactement une retraite paisible. Il faisait des allers-retours avec les ennuis judiciaires, charges liées à la drogue, à l'alcool, le genre de casier qui vieillit un agent de probation de 10 ans en une nuit. Il ne s'est jamais vraiment assaini durablement, mais il est resté visible. Des interviews, des séances de dédicaces de mémorabilia, un restaurant qu'il a appelé Wise Guys, parce que la discrétion n'a jamais vraiment été son département. Henry Hill est mort en juin 2012 des suites de complications cardiaques. Il avait 69 ans. La mafia voulait sa mort. Les fédéraux ont tenté de l'enterrer sous une nouvelle identité. La protection des témoins lui a offert une ardoise propre, mais ses propres démons se sont révélés un adversaire plus coriace que tous les autres réunis. Voilà les 15 secrets des Affranchis, le film qui a rendu les pattes dangereuses et transformé « Je suis marrant comment » en une phrase que personne n'a prononcée à table sans malaise depuis 1990. Lequel de ces faits vous a vraiment surpris? Si ce voyage dans les coulisses vous a passionné, laissez un like, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines plongées dans les films qui ont marqué nos vies, et dites-nous en commentaire quel film vous voulez qu'on explore la prochaine fois. Chaque réaction compte énormément et nous aide à continuer à vous proposer ce genre de contenu. Contrairement à Henry Hill, nous, on ne souffle pas notre couverture. À très bientôt.